Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Cadeau à 500 millions d'euros pour le Parisien. De 2012 à 2017, le Parisien a reçu 65 millions d'euros de subventions publiques. Mais cela n'aura pas suffi. Le propriétaire du quotidien, LVMH, a récemment injecté plus de 500 millions d'euros dans le journal. Greta Thunberg, climato-fanatisme. La jeune Suédoise engagée pour le climat est saluée par tous les médias. De la COP24 au bureau de Macron en passant par Davos, la fascination est totale. Europe impunité. Europe 1 affichait illégalement plus de 570 000 personnes souhaitant intervenir à l'antenne. Saisie de ces graves infractions, la CNIL a cependant gardé le silence. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. Il y a quelques semaines, nous vous parlions d'un joli coup de pouce reçu par le Parisien, puisque 80 millions d'euros avaient été injectés dans le journal par LVMH, puisque c'est Bernard Arnault qui possède le groupe parisien. Et pour information, Bernard Arnault, c'est une valeur de 60 milliards d'euros. Alors Jean-Yves, je ne sais pas comment s'est passée votre année 2018, mais sachez qu'elle s'est très bien passée pour Bernard Arnault, puisque sa fortune a grimpé de plus de 20 milliards d'euros sur l'année précédente. Ah bah c'est pas mal, ça permet d'investir dans les journaux, c'est bien. Ça. Exactement, et justement, puisque vous parlez d'investissement, Bernard Arnault possède d'autres journaux que le quotidien. Oui, alors Bernard Arnault possède le Parisien, il possède les Échos, il possède Investir Magazine, il possède Radio Classique, il a un petit empire de presse, un petit empire d'influence, de médias qui sont à la fois subventionnés généralement et à perte. Eh bien, il arrive, il compense les pertes. Alors, il n'y a pas que Bernard Arnault dans l'affaire. Il y a aussi sa fille, Delphine Arnault, qui est directrice générale adjointe du groupe LVMH et qui est elle-même mariée à Niel, autre grande fortune. Niel, c'est Free, Niel, c'est Le Monde. Hein. Donc, là aussi, il influence dans les grands médias. Et puis, c'est pas tout à fait indifférent, mais on en a déjà parlé dans Immédiat l'année dernière, ou l'année d'avant, je ne sais plus. C'est le couple Niel-Delphine Arnault qui a mis en contact le couple Macron avec Mimi Marchand, la spécialiste du contrôle d'image des people, entre guillemets, et qui a fabriqué l'image du couple Macron dans la perspective de l'élection présidentielle de 2017, avec un certain succès, il faut bien le reconnaître. Donc on a là vraiment l'influence des grandes puissances financières sur les médias et sur la fabrication de l'opinion. Effectivement, c'est un petit monde. Alors donc, fin 2018, LVMH a donc renfloué le Parisien en urgence. Et bien, l'Observatoire du journalisme, fidèle au poste, relève cet article de la lettre A. LVMH éponge 440 millions d'euros de pertes dans la holding du Parisien. Alors je vous passe les détails techniques, mais il s'agit d'une opération de renflouement en apport de capital destinée à apurer les pertes. Et c'est donc ce qu'a fait la holding qui détient le Parisien en renflouant donc, le Parisien à hauteur de 440 millions d'euros. Jean-Yves, c'est une opération qui n'est pas anodine et pour un média, c'est quand même étonnant. C'est étonnant, mais quand on regarde les unes du Parisien, on comprend tout à fait que l'objectif de la possession d'un média, c'est pas de gagner de l'argent. Là, en l'occurrence, on en perd. Un demi-milliard. Un demi-milliard, un demi-milliard, c'est pas bien grave. Hein. Donc l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'acheter de l'influence. D'acheter de l'influence et de faire de la propagande. Alors quand on regarde, quand on défile les unes du Parisien,
c'est assez extraordinaire, parce qu'alors on a une série de unes anti-gilets jaunes. Les gilets jaunes ont saccagé l'Arc de Triomphe, avec une photo de gilets jaunes devant l'Arc de Triomphe, alors que ceux qui ont saccagé l'Arc de Triomphe, c'était des voyous, des racailles de banlieue, mais ça fait rien. On leur impute l'affaire. La France n'est pas réformable. Ah, mon brave monsieur, c'est les Gaulois réfractaires. Ils sont pas réformables. Les gilets jaunes, c'est les violences. Et puis les cagnottes, quand elles viennent en aide à des gilets jaunes, comme le boxeur Détinger, c'est très mal. Donc on voit là les unes anti-gilets jaunes. Mais si elles sont anti-gilets jaunes, elles sont pro-Macron. Alors c'est fait plus ou moins subtilement. Oui, il y a une apparence Il y a une apparence d'équilibre dans un certain cas. Pas toujours. Enfin, quand on titre avec Macron qui dit « Pour moi, il n'y a pas de question taboue », alors qu'il est interdit de parler d'immigration ou de parler d'immigration à condition d'accepter tous les tabous sur l'immigration, ben c'est faux. Quand on a des unes de mise en scène, en fait, sur Macron, on repart en campagne, Macron, la dynamique, enfin, on est dans la propagande. Bon... c'est pas tout à fait peut-être ce que fait Kim Jong-un, mais enfin, ça s'en rapproche quand même, voilà. Il n'y a pas que Emmanuel. Ah, il n'y a pas qu'Emmanuel, il y a Brigitte aussi. Alors la une, première dame, là, vraiment. Madame la Présidente. Madame la Présidente, bon, voilà. Et voilà, donc c'est pas mal. Et il y a une autre série de unes qui est intéressante à noter, c'est celle sur Anne Hidalgo, où on lui passe un petit peu la pommade. Oui, je pense qu'Anne Hidalgo a rendu service au groupe LVMH et au grand commerce de luxe en autorisant finalement les ouvertures des magasins le dimanche à Paris. Donc, c'était après des concertations avec notamment les syndicats et les patronats. Donc effectivement, il y a peut-être... Dans un premier temps, Anne Hidalgo y était hostile. Oui, voilà. Et puis, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, mais qu'on peut assez facilement deviner, elle a finalement donné son accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle, je pense, le renvoi d'ascenseur. Donc, on a défilé quand même une quinzaine de unes sur un espace d'à peine plus d'un mois. On voit que ça fonctionne, quoi. L'argent est bien investi. C'est de l'argent bien placé, Nicolas. C'est de l'argent bien placé. Bon, je prends note. Quand j'aurai 60 milliards, je saurai quoi en faire. Voilà. Passons... En attendant, c'est pas interdit, amis internautes, d'envoyer un petit chèque, même inférieur à 60 milliards, même inférieur à 600 millions, à TV Liberté. Tout à fait. Passons au zapping. Que pensez-vous des Français? Ah là, ça... Que des victimes. Que des victimes, il dit. Pourquoi tu dis ça, toi? Parce que on les bouscule dans la rue. Pardon? Mais pourquoi tu les bouscules? Parce que j'ai envie. la même chose. Parce que j'ai envie. Attendez. Je veux me bagarrer, je bouscule. Quand on était plus... Attendez, j'ai un bon truc. Quand on était plus jeune, quand il y avait les trucs d'immigration, l'esclave, ils nous ralassent l'argent et maintenant là, ils nous font les susbitaires, nous, il n'y a pas de ça. Ce hijab qui est une forme d'allégeance à la religion islamique, c'est quelque chose qui me choque profondément. Ça devrait être interdit. Par ailleurs, moi je considère que d'une manière générale, le hijab est quelque chose qui se ressemble au voile, qui est quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, devrait être interdit. Moi, je crois plutôt que c'est un cheval de Troie. Et encore une fois, le hijab n'est pas forcément une prescription religieuse. C'est un symbole de reconnaissance. Ça permet justement aux plus radicaux d'être visibles dans l'espace public et de faire du prosélytisme. Ça peut être une question de liberté de conscience, sauf que c'est aussi autre chose, c'est un projet politique. Et là, Décathlon est tombé dans le piège des islamistes politiques, relayé par des argumentaires comme ceux que nous avons entendus avec celui d'Aude Rossigneux, parce que précisément c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir dire que la France est raciste et islamophobe. Ils n'attendent que ça. Vous savez, il n'y a plus d'enfants juifs dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis. Alors cette déclaration, elle date de mardi dernier. Mais déjà, en 2014, le réalisateur Alexandre Arcadi affirmait dans le journal du dimanche qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y a plus un élève juif dans les écoles publiques. Nous avons enquêté, et figurez-vous que ce n'est pas si simple, parce qu'il n'existe en France aucune statistique ethnique ou religieuse. C'est interdit. C'est faux, en tout cas on ne peut pas l'affirmer, déjà pour une première raison qui est qu'on ne fait pas de statistiques sur la religion des élèves des écoles. Selon elle, dans son lycée, sur 400 élèves, il y aurait au moins 4 adolescents juifs. D'ailleurs, son petit frère et 3 de ses cousins sont scolarisés dans le public. Bref,
les élèves de confession juive n'ont pas disparu des écoles de Seine-Saint-Denis. Il y a des parents d'élèves de religion juive qui sont dans la FCPE de Seine-Saint-Denis, ce qui veut dire qu'il y a des enfants de confession juive scolarisés dans le public a priori. Est-ce qu'on sait pourquoi les parents de confession juive plébiscitent le privé ? Alors évidemment, il y a de l'antisémitisme en Seine-Saint-Denis, M. Arenas le nie pas. Il y a effectivement des signes, par exemple, il y a le fait qu'il y a de plus en plus d'écoles privées de confession juive qui se montent. Il y en avait 3 il y a 10 ans, il y en a 8 aujourd'hui. La plupart de mes amis, de mes copains, leur famille sont partis du 93 parce qu'elles se sentaient inquiètes. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour la sécurité, mais aussi pour la nourriture cachère à la cantine. Mon Dieu va mal, là. Comment vous expliquez qu'elle n'est pas présente beaucoup dans le débat des Gilets jaunes? Mais pour une raison simple, c'est qu'on a laissé dans les banlieues s'installer un trafic de stupéfiants gigantesque, de mafia. Vous pourriez dire aux Gilets jaunes, rentrez maintenant chez vous et arrêtez de vous mobiliser. Vous leur On n'a dites ça pas à dire aux gens ou pas. Il y a des lois, il y a des règles. Vous pourriez le dire. Mais non, mais vous croyez depuis le départ que les Gilets jaunes écoutent les partis politiques? Mais franchement. Non. Ce sont les riches qui choisissent leur petit cheval. Et puis, ils le financent, et Macron en est la quintessence. Il est donc dans leurs mains, et ensuite, il rend l'appareil. Et ensuite, c'est la seule explication, par exemple, pour comprendre pourquoi on a privatisé l'aéroport de Paris, ce qu'on est en train de faire en ce moment, pourquoi on privatise la Française des Jeux. C'est qu'il y a évidemment un objectif politique. La commission parlementaire est en retard d'une séquence. C'est-à-dire qu'ils s'en prennent à Emmanuel Macron, exactement comme si c'était encore l'Emmanuel Macron de décembre, c'est-à-dire rejeté par une majorité de Français, c'est-à-dire affaibli et vulnérable. Y avait-il besoin de faire une telle montagne d'investigations, d'auditions à grand spectacle pour arriver à ce résultat que moi je continue de penser un peu équivoque. Moi je ne crois pas qu'il y avait besoin de faire tout cela, sauf pour faire de la politique. Kamel Daoudi, qui a été déchu de sa nationalité en 2002, interdit de territoire en 2006 et qui en 2018 est assigné à résidence dans une ville dont le maire n'était pas au courant parce que la CEDH nous interdit de l'expulser. Sans statuer sur le fait qu'il y ait eu ou non harcèlement, est-ce que vous présentez aujourd'hui des excuses à cette jeune femme? Pas du tout, parce que moi je m'excuse. Aucune excuse? Aucune, parce que moi je m'excuse quand j'ai fait une faute et il n'y a pas de faute. Let me introduce you to the Bobard door. It's a mock awards show which looks to celebrate some of the wildest examples of fake news. Nicolas, il y a une scène gênante dans votre zapping. Il y a une scène gênante. Quand on voit le président du CRIF prendre le président de la République, la main du président de la République, et le présenter comme son champion. C'est quand même... Macron, c'est quand même le président de la République. Il n'a pas l'air à l'aise. Hein. Et alors, effectivement, il n'a pas l'air à l'aise, soit parce qu'il a le sens quand même de la dignité de sa fonction, soit parce qu'il se dit que l'image, si elle circule, va quand même pas être très très bonne, y compris sur le plan des idées des gens, sur le plan électoral. Et d'ailleurs, curieusement, cette scène a été coupée, alors que le dîner du CRIF a quand même été présenté dans un certain nombre de médias. Cette scène a été généralement coupée. À la fin des discours diffusés sur YouTube, effectivement, par les grandes chaînes, on ne retrouve pas ce donc, et on comprend parce que c'est quand même assez gênant. Je crois que ça mérite un peu de réflexion. Alors, s'il y a une scène gênante, il y a aussi une scène intéressante et sympathique. Pardon aux auditeurs qui n'aiment pas, ou aux internautes qui n'aiment pas l'anglais, mais c'est le passage sur la chaîne russe internationale des Bobardors. Alors les Bobardors, ça s'exporte beaucoup à l'étranger, ça s'est exporté en Angleterre avec Breitbart, il y a 2 ans, ça s'est exporté il y a 1 an aux États-Unis avec les Fake News Awards du président Trump, et là ça s'exporte sur la chaîne russe internationale. Il n'y a qu'un endroit où ça ne s'exporte pas, si j'ose dire, où ça ne s'importe pas non plus, c'est les médias mainstream français pour qui la cérémonie des Bobardors, 700 personnes, 15 candidats, des dossiers solides, etc.,
Ça n'existe pas, c'est une ghost news, c'est une info fantôme. C'est une info fantôme pour les médias de propagande français, mais manifestement pas pour les médias internationaux. Voilà, nul n'est prophète dans son pays, c'est bien connu. Si on continue dans la critique des médias sur ce zapping, ce qui est extraordinaire, c'est le fact-checking de TF1 fait avec l'AFP factuel, le fact-checking de C'est à vous qui est fait avec les décodeurs du Monde. Alors ça, c'est presque pire que tout. Il se place bien. Il se place bien. Alors voilà des gens qui présentent, qui fact-check, comme ils disent, et donc qui visent à démantibuler ce qu'ils appellent les fake news. Et là, alors, ils croyaient en avoir trouvé une, c'est le fait qu'il n'y avait plus d'enfants juifs dans les écoles publiques en Seine-Saint-Denis. Malheureusement, là, ils sont dans le déni de réel total, parce je crois qu'ils ont trouvé 4 personnes. Oui, ils ont trouvé une petite dizaine de cas. Voilà. Bon, bien sûr, il reste de toute petite minorité, mais la vérité, c'est que il y a quasiment plus d'enfants juifs dans les écoles de Seine-Saint-Denis. Bon, d'ailleurs, il n'y a plus beaucoup non plus d'enfants français de souche non juive. Il n'y en a plus beaucoup non plus. Il y a une fuite de tout ce qui n'est pas africain ou musulman en Seine-Saint-Denis. Les médias bien pensants essayent de le nier, mais c'est intéressant de voir que ce qu'ils appellent le fact-checking, c'est tout simplement le déni de réel. Surtout que c'est de la novlangue. C'est le propos d'un polémiste qui est évidemment un peu exagéré, mais... non, mais quand Zemmour dit qu'il n'y a plus d'enfants, bien sûr, il y a toujours une toute petite minorité statistique, mais ce n'est pas la réalité, bien sûr. La campagne sur le hijab chez Decathlon, alors il faut dire Decathlon, c'est quand même la mondialisation absolue, puisque ça consiste à faire venir des produits bon marché de partout dans le monde. Ça a été un élément majeur de la délocalisation. Bon, maintenant, ils relocalisent, puisqu'ils ont des clients en France pour le voile islamique, le hijab. Oui, c'est assez normal. Sous les pommiers, on trouve des pommes. De même que sous les pommiers, on trouve des pommes. Les musulmans... En France, en 2019, on trouve quelques musulmans. On trouve quelques musulmans, et oui, ils veulent se vêtir selon les coutumes recommandées chez eux. Bon, voilà. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que la campagne des réseaux sociaux, relayée par certains médias, vous le montrez très bien dans le zapping, Nicolas, a amené Decathlon à reculer. Au moins dans un premier temps. Decathlon a reculé et renonce à vendre ce produit qui fait pourtant fureur dans les pays du Maghreb. Bon. Dernier point, un petit bon point pour Hugo Clément. Hugo Clément, c'est un ancien de chez Barthès, il est chez Combini, enfin bon, il est quand même assez politiquement correct, mais il a été mis en cause un peu comme les gens de la Ligue du LOL. Il refuse de s'excuser. Mais il a bien raison, les gens qui s'excusent finissent par être écrasés, et il donne une petite leçon qui pourrait être utilement méditée par certains intervenants ou hommes politiques à droite de l'échiquier politique précisément. Et bien voilà. Passons au deuxième sujet, Greta Thunberg, climato-fanatisme. Alors Jean-Yves, il y a quelques semaines, dans Immédiat, nous avions prévu le triomphe de Bilal Hassani à l'Eurovision. Il n'était pas élu comme représentant de la France à l'Eurovision, mais on se doutait bien qu'il allait l'être. On avait raison. Eh bien, de la même manière, il y a quelques numéros d'Immédiat, nous avions évoqué le cas de cette jeune Suédoise, Greta Thunberg, et nous nous étions dit qu'elle pourrait aller loin. Ça n'a pas manqué. Puisque cette jeune femme, elle est présente partout, médiatiquement. Depuis son passage à la COP24, elle est vraiment dans tous les médias, il y a une couverture médiatique totale. Et après ses premiers succès, elle s'est rendue à Davos, et là-bas, les médias l'ont attendue en masse. On le regarde tout de suite. Une adolescente au visage encore enfantin. Venue de Suède jusqu'à la petite gare de Davos, au milieu des Alpes suisses, brandir devant les caméras sa pancarte de lycéenne en grève pour le climat.
Greta Thunberg, 16 ans, une militante écologiste en apparence inoffensive, bien décidée pourtant à jouer les troubles faits au rendez-vous mondial des chefs d'État et des grands patrons. Alors c'est intéressant, vous savez, la question, qu'est-ce qu'un événement? Qu'est-ce qu'un événement? C'est un fait, éventuellement parfaitement négligeable, dont un ensemble de médias décide de parler. Parce que qu'est-ce que c'est là? On focalise sur une gamine qui porte une pancarte. Et ça suffit à faire un événement. Bon, soi-disant, elle vient perturber les gens de chez Davos. Davos, quand il y a le congrès, c'est l'endroit le plus fliqué du monde. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de perturbation possible, si ce n'est, bien sûr, avec l'accord des organisateurs. Donc, tout ça est totalement bidon. Alors, c'est l'utilisation quand même. Alors, vous avez dit, c'est une jeune femme. Bon, c'est vrai qu'à 16 ans, on est une jeune fille ou une jeune femme. Sauf elle a le visage poupin, ce que dit d'ailleurs le journaliste, ça c'est honnête. Et on a l'impression d'une enfant. Voilà. Et donc, en termes de propagande, c'est l'utilisation d'une enfant qui est par ailleurs autiste. Qui est par ailleurs autiste. Bon, c'est l'utilisation de l'enfance ou de la jeunesse au service de la propagande, ce que tous les régimes totalitaires ont su faire. Utiliser la jeunesse ou les enfants pour faire leur propagande. Je veux dire, ça s'est fait dans tous les régimes totalitaires du XXe siècle, du XXe siècle, pardon, et ça se fait très bien dans le régime totalitaire du XXIe siècle. On est dans une démarche de pure propagande, c'est l'utilisation de l'enfance, de la jeunesse au service de la propagande. Alors, cette propagande, eh bien, elle marche, puisque désormais Greta Thunberg est une star mondiale. Elle était récemment à Paris, où elle a notamment rencontré Emmanuel Macron et François de Rugy, et elle a posté un tweet sur son compte Twitter. Quasiment des températures estivales à Paris en février. Alors, il y a une chose qui est vraie, bien sûr, il a fait des températures estivales, il a fait jusqu'à 24 degrés à Paris en février. Bon, bah, c'est un épisode climatique chaud, ça n'a rien de nouveau. Figurez-vous que je retrouvais les lettres de la princesse Palatine, la lettre de la princesse Palatine, qui a été une des mémorialistes du règne de Louis XIV, qui écrit en janvier 1708, « Il fait un temps merveilleux, nous nous promenons dans le parc, les fleurs poussent, il fait très chaud. » Voilà, elle écrit mieux que je ne le dis, parce qu'elle écrit bien, mais c'est ça que ça veut dire. Janvier 1708. Janvier 1709, autre ton, il fait -10, il fait très froid, c'est l'hiver le plus froid depuis 1606. On avait déjà des statistiques, vous voyez, à l'époque. Et il y a des milliers de morts à Paris. À 1 an d'écart. Alors, le climat n'a pas changé en 1 an. Bien sûr que non. Simplement, la météo, c'est une affaire de moyenne. Il y a des moyennes. Et puis, en dehors des moyennes, il y a des extrêmes météo. Il va faire très froid, il va faire très chaud, il va beaucoup pleuvoir, il va faire très sec. Et ça arrive de manière aléatoire. Alors, évidemment, cette jeune femme, aujourd'hui, on raisonne sur le monde entier. Alors, dans le monde entier, il y a toujours des endroits où il va faire très chaud, très froid, très humide ou très sec. Et il suffit de mettre cette jeune femme sur roulette ou sur avion, où elle consomme quand même du... Elle préfère le train, c'est pour ça qu'elle est venue à Davos en train. Elle est venue, ah ouais, à Davos, oui, mais Davos, il y a... Oui, Davos, il y a 30 heures de train, elle les a fait. Ah oui. Donc elle est jusqu'au boutiste. Ah, très bien. Bon, voilà, très bien. C'est joli, les petits trains suisses, de toute façon. Bon, donc on ne peut pas lui faire ce reproche-là. Mais il suffit d'aller dans l'endroit où il va faire très chaud, et elle va toujours trouver un endroit. Moi, je vous prédis qu'elle va être en Australie, ou en Nouvelle-Zélande. Pour y aller en train, ça va être compliqué. Ou en Tahiti, ça va être compliqué. Oui, vous avez raison. Bon, en voilier, peut-être. En voilier, peut-être. Quand il fera exceptionnellement chaud en juillet, qui est l'hiver là-bas. Voilà. Là aussi, c'est de la propagande. Vous vous focalisez sur un événement qui est un aléa et vous en tirez une généralité. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce phénomène Greta Thunberg, eh bien, c'est ce qui se cache éventuellement derrière. En France, on a Valeurs Actuelles qui a publié un article, Greta Thunberg, la nouvelle coqueluche écolo. La militante suédoise de 16 ans, adulée par les médias, professe sa propagande alarmiste dans le monde entier. Énième avatar de la dérive extrémiste de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans cet article, on apprend bien que effectivement, c'est une jusqu'au-boutiste qui n'hésite pas à aller
a poussé le vice jusqu'à aller vivre dans des quartiers multiculturels parce qu'elle est également favorable à l'accueil des migrants. Donc elle va jusqu'au bout et qu'elle a converti ses parents. Et ce qu'on apprend également, eh bien, c'est aussi ce que nous dit un article de Reporter, eh bien, c'est que Greta Thunberg est appuyée par des grands financiers suédois, par des organismes financés par des milliardaires. Et donc, qu'il y a quelque chose derrière qui est de l'ordre de ce que les écologistes appellent le capitalisme vert, et qu'il y a donc un intérêt économique de certaines personnes à appuyer cette jeune fille qui apparaît malgré tout quand même innocente. Qui apparaît innocente, mais qui est simplement l'instrument, la marionnette d'un plan de communication. Voilà. Et c'est ce qui fait sa force. C'est la marionnette d'un plan de communication. C'est un produit de communication. Voilà. C'est pas autre chose. Parce qu'encore une fois, vous réunissez pas 30 journalistes comme ça, avec les caméras au bon moment. Enfin, tout ça est totalement fabriqué. Passons au tweet. Ce qui revient de manière quand même très préoccupante, c'est la censure. C'est la censure. Tommy Robinson, qui est un lanceur d'alerte britannique, qui avait notamment dénoncé le silence autour du procès des gangs pakistanais, qui a fait de la prison pour avoir dénoncé le silence sur le procès des gangs pakistanais violeurs de jeunes filles anglaises, s'est fait couper son compte Facebook. Et Instagram également. Qui est aussi possédé par Facebook. Bon. Et Instagram, Vincent Lapierre, qui est un journaliste indépendant, qui fait un média, du bon travail. Il a été agressé plusieurs fois, nombreuses fois, on a d'ailleurs montré les images, il a été agressé plusieurs fois par les Antifas. Au dernier épisode des Gilets jaunes, il se munit d'une petite bombe lacrymogène de défense, qui est quand même totalement légitime dans son cas. Qu'est-ce qui se passe? Il est interpellé par la police et gardé à vue pendant 24 heures pour ça. Voilà. Au pays de la liberté, c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est aussi la conséquence de tout ça, c'est que Russia Today a considérablement progressé parce qu'à l'occasion de la crise des Gilets jaunes, eh bien, comme ils ont rapporté ce que les autres médias, en dehors des médias alternatifs, ne rapportaient pas, ils ont augmenté leur audience. Alors ça, c'est très bien, ils ont une audience augmentée, des abonnés augmentés sur Facebook et sur Twitter, YouTube, etc. Je suis quand même un peu inquiet, car je pense, quand on sait ce que pense Macron par derrière, qu'il va leur arriver un jour ou l'autre un pépin et qu'ils vont être victimes à leur tour de censure. Enfin, je le crains. Comme c'est arrivé à TV Liberté. Comme c'est arrivé à TV Liberté, au moment où les audiences explosaient. C'est toujours pareil. Hein. Voilà. Bon. Donc je le crains, voilà. En tout cas, je prends date là-dessus. Et puis, l'autre forme de censure, c'est l'info fantôme, c'est la Ghost News. Alors, Mme Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui est en charge des lycées d'Île-de-France, nous révèle, quand même avec 1 mois ou 2 mois de retard, qu'il y a eu, au mois de décembre, je crois, 80 lycées
sauvagement attaqués en Ile-de-France. 80 lycées, il y a 800 lycées en Ile-de-France, c'est 10%. 1 sur 10, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est passé quasiment inaperçu, à part peut-être un incendie au lycée d'Aubervilliers qui a été un peu vu sur les médias alternatifs. Donc, Ghost News, info fantôme, ça n'existe pas. C'est Mme Pécresse qui est une jupéiste qui le révèle, donc c'est quand même pas de l'extrémisme fort. Dernier élément qui est très préoccupant aussi, c'est la ville d'Anvers. La ville d'Anvers, le grand port flamand, aujourd'hui est peuplée majoritairement d'allochtones, c'est-à-dire de gens dont l'un des parents n'avait pas la nationalité belge, en l'occurrence. Et ça, c'est quand même très préoccupant parce qu'il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans peut-être, le Vlaams Blok, qui était le parti identitaire flamand, réalisait 40% des voix, plus de 40% des voix à Anvers. Et donc, si la loi démocratique s'était appliquée, il aurait dû gouverner Anvers parce qu'il avait quasiment la majorité absolue. Il aurait dû gouverner Anvers. Et tout le système s'est ligué contre le Vlaams Blok, un peu comme on le voit d'ailleurs en France. C'est le fameux front républicain. Il y a eu un front républicain belge, si j'ose dire, ou un front monarchique belge qui fait que le Vlaams Blok n'a pas pu accéder au pouvoir à Anvers contre toutes les règles démocratiques et que le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Anvers est une ville à majorité d'origine étrangère. Passons au troisième sujet, Europe, impunité. C'est Mediapart qui le révèle dans son édition du 24 février. Un fichage d'ampleur a été mis en place par Europe 1 qui fichait donc les auditeurs qui voulaient prendre la parole sur son antenne avec un rapport de la CNIL qui note qu'il y avait en plus des informations basiques, nom, prénom, etc., des commentaires parfois gênants comme par exemple sur la santé, séropositif, alcoolique, homosexuel, mais aussi des commentaires plus politiques comme par exemple facho, raciste. Outre la nature des commentaires, c'est l'ampleur et la durée de la collecte des fichiers qui interpellent, puisque le fichage avait cours depuis 2002 et a réuni les informations sur plus de 570 000 personnes. C'est donc considérable. Et donc la CNIL a relevé ça. Et du côté d'Europe 1, les personnes interrogées par Mediapart expliquent que ce fichier n'a pas servi à discriminer les auditeurs, et que la conservation des données sur un temps aussi long était due à une erreur technique. Alors, plus préoccupant encore, Europe 1 avait constitué une liste noire de personnes qui étaient interdites d'antenne, 448 personnes, avec une pratique qui est théoriquement très très encadrée par la CNIL. Et là, il y avait par exemple notamment un défaut de notification, c'est-à-dire que des personnes interdites d'antenne n'étaient pas au courant et pouvaient appeler le numéro qui était payant sans savoir qu'il ne pourrait pas passer. Alors Jean-Yves, sur ce fichage et sur cette liste noire, quel commentaire ? Je crois que l'émission s'appelait Libre Antenne. C'était pour la Libre Antenne. Libre Antenne, évidemment. Libre Antenne, ça veut dire antenne quand même surveillée. Il faut être sérieux, quoi. Voilà. Et quand vous avez des émissions, il y a Bourdin qui fait ça aussi, ou qui a fait ça. Bon, quand vous avez des émissions où on est censé donner la parole, les grandes gueules, ou si on est censé donner la parole aux gens, on les présélectionne avant. On les présélectionne avant en les interrogeant, en essayant de savoir de quoi ils vont parler, etc. Bon, et là, ils ont poussé le système en disant, il y en a vraiment, faut les virer, liste noire, quoi. Donc, Libre Antenne, bien sûr, mais biaisé, très biaisé dans le sens du politiquement correct. Quand on fiche quelqu'un comme facho ou comme raciste, entre guillemets, c'est sûr qu'ils doivent pas être très favorables à l'immigration. Donc, hop, on les élimine. Voilà. Alors, ce qui est intéressant également dans cette histoire, c'est la nature des sanctions qui ont été prises contre Europe 1. C'est assez facile. Il n'y en a pas eu, tout simplement. Aucune sanction. La CNIL a noté les irrégularités, a sommé Europe 1, évidemment, de réagir. Mais pas de sanction et même pas de publicité de ce rapport de la CNIL. Donc après délibération, la CNIL a décidé de ne pas suivre les recommandations de son rapporteur et de ne pas rendre public l'avertissement émis à l'encontre d'Europe 1, en dépit des multiples infractions constatées.
Alors Jean-Yves, quand on voit cette impunité d'Europe 1 pour des faits qui sont quand même assez graves, puisqu'on parle là encore d'une libre antenne, que penser? Je crois que la CNIL, comme toutes ces autorités qu'on appelle indépendantes, alors là il y a le CSA, il y a une foule, il y a la régulation des télécoms, le Conseil constitutionnel aussi au sommet de la pyramide. Ces autorités dites indépendantes, d'abord elles ne sont pas indépendantes puisqu'on nomme des gens qui ont montré toute leur vie qu'ils étaient dépendants, donc ça c'est la première règle. Et deuxièmement, elles construisent leur pouvoir en s'adossant sur les médias. Et donc... parce qu'elles sont citées par les médias dans des reportages, parce qu'elles sont citées par les médias, parce que les médias approuvent les prises de position qu'elles ont, qui leur étendent leur pouvoir. Leur méthode pour étendre leur pouvoir, c'est d'être soutenu par les médias. Et par conséquent, quand on veut être soutenu par les médias, c'est assez simple, on ne les critique pas. Et donc la tyrannie médiatique, elle s'applique aux hommes politiques, elle s'applique à la justice, elle s'applique aux artistes, mais elle s'applique aussi aux autorités dites indépendantes. Donc je crois que le rapporteur a dû trouver les choses tellement énormes qu'il a proposé une sanction. Et le petit conseil de la CNIL a dit « Ouh là 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 là, on va se faire mal voir et on a passé l'affaire sous le tapis. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que automatiquement, on va dire que la norme, c'est que ces sanctions ne soient pas rendues publiques. C'est que dans des cas particuliers qu'elles sont rendues publiques. Donc là, il n'y a pas d'irrégularité. Mais ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que Christine Moguet, qui est une des membres de ce conseil restreint qui a pris la décision de ne pas sanctionner Europe 1 et de ne pas rendre public le rapport, eh bien, c'est la présidente du conseil supérieur de l'AFP. Elle est par ailleurs mariée à un haut fonctionnaire très engagé à gauche. Mais effectivement, on est dans un petit monde et on peut imaginer que la présidente du conseil supérieur de l'AFP connaît le patron d'Europe 1 et que donc du coup, il y a des échanges de bons procédés éventuellement. On ne peut pas l'exclure. C'est éventuellement possible. C'est un peu comme Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Delphine Arnaud. C'est un petit monde. Voilà. C'est un petit monde. C'est la fin de cette émission. Jean-Yves, merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous envoyer votre veille médiatique et vos avis sur l'émission à l'adresse mail qui s'affiche sur vos écrans. Et puis Jean-Yves, à la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine.